Bonjour mes amis, aujourd'hui une leçon consacrée au harcèlement moral sur le lieu de travail. Alors, disons que le harcèlement moral en tant qu'infraction à la législation du travail d'une part et à la législation pénale d'autre part, a été finalement l'objet d'une loi du 17 janvier 2002, et c'est cette loi qui effectivement en fait une infraction à la loi pénale et à la loi du travail aussi. Bon. Ceci dit, le harcèlement moral en tant que tel ne date pas évidemment de 2002. Il y a toujours eu du harcèlement moral. On peut dire que depuis que l'homme travaille, depuis que l'homme est sous la domination de certains autres hommes, il y a toujours eu sûrement des histoires de domination, de harcèlement, etc. Bon. La prise en compte par le droit est récente, mais le fait en tant que tel est sûrement très ancien. Alors en ce qui me concerne, la première chose que je vais faire, c'est de vous présenter la question du harcèlement moral avant la loi de 2002, et ensuite nous verrons comment le droit prend en compte cette problématique depuis 2002. Alors si on revient avant 2002, écoutez, il faut faire une petite recherche jurisprudentielle pour voir un peu ce qui se passait, pour essayer de comprendre finalement comment on pouvait poursuivre en justice un employeur pour des faits de harcèlement, alors que manifestement il n'existait pas de texte de loi référé à cette problématique particulière. Alors j'ai retrouvé ici une affaire qui à l'époque avait fait l'objet de pas mal de commentaires. Elle avait défrayé un peu la chronique judiciaire. C'est l'affaire Fleurance. Fleurance, une affaire jugée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 décembre 1970. Les faits sont relativement simples. C'est un représentant syndical qui est pris en grippe par son employeur, qui, depuis la nomination de cette personne en tant que délégué syndical, je ne sais pas, dérangeait sûrement son employeur, qui a décidé de lui en faire voir de toutes les couleurs. Donc il l'a harcelé, on va dire ça comme ça, et le représentant syndical est tombé en dépression, etc. Mais il ne s'est pas laissé faire, puisqu'il est allé devant le tribunal correctionnel, il a gagné son procès en faisant condamner son employeur. Alors dans cette affaire, on peut relever dans la décision elle-même un petit extrait. Le tribunal correctionnel relève que l'employeur a assigné le salarié à une besogne inutile, absurde, ridicule et fastidieuse. Que ce moyen de pression humiliant a eu pour effet de décourager l'intéressé, dont l'équilibre mental a été ébranlé, mais aussi de le déconsidérer. Voilà, justification de la condamnation de l'employeur par le tribunal. Je vous dis, cette affaire, elle date de 1970. J'aurais pu très bien vous dire qu'elle date de février 2020. Ces faits-là existent encore. Ce genre de propos dans les juridictions, devant les juridictions est encore tout à fait entendable, si vous voulez. Sauf que, à l'époque, et vous l'aurez compris, la difficulté pour un juriste, c'est comment poursuivre un employeur en justice si on n'a pas de texte de loi qui permette de le poursuivre. Je vais vous dire une chose, on est très embêtés. Donc à l'époque, ils avaient trouvé une astuce, ils s'étaient référés aux dispositions relatives au comité d'entreprise. Ils ont considéré qu'en fait, que tout ce que faisait l'employeur, c'était des entraves finalement au bon fonctionnement de l'entreprise, et donc ils ont condamné l'employeur pour entrave au bon fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Ça a été ça l'histoire. Par la suite, on a réussi à trouver d'autres arguments pour poursuivre en justice des employeurs qui s'adonnaient à du harcèlement. Par exemple, la référence à l'atteinte à la dignité humaine. Donc ça a été, j'allais dire, la grande affaire à une époque, c'était de trouver un fondement juridique dans l'atteinte à la dignité humaine. Alors par exemple, une décision du tribunal de grande instance de Caen du 10 février 1998. Alors là, les faits
sont assez particuliers. Hein. C'est un employeur qui va être condamné pour avoir imposé à une de ses salariés le métrage et la remise en place de câbles électriques, toujours les mêmes, dans un local non chauffé en plein hiver. Qu'est-ce que je vous dis, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Voilà, le type, son obsession c'était de s'acharner sur une pauvre salariée en lui demandant des choses absolument inutiles. Et en plus pour couronner le tout, il lui demandait journellement de venir rendre compte dans son bureau de son activité du jour. Bon, il a fini par être condamné. Et on trouve effectivement des condamnations un peu de cette nature dans le code pénal. Donc là, je suis dans le code pénal. Je vais me référer à l'article 225-14, dont je vais vous lire d'ailleurs, vous allez voir, c'est simplement pour que vous vous rendiez compte de ce dont je suis en train de parler. Alors, je regarde un peu vite fait, voilà. L'article 225-14 se trouve donc dans une section 3 du Code pénal qui s'intitule « Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude. » Ah oui. Alors on n'est pas sur un code ancien, bon alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est l'édition 2020 du Code pénal. Donc voilà, c'est le dernier Code pénal en vigueur. Hein. Vous voyez, par exemple, la réduction en servitude, ça s'appelle de l'esclavage moderne, hein, si vous voulez, autrement dit. Je vous rappelle comme ça des vieux souvenirs, l'esclavage a été aboli sous la Seconde République, hein, la Deuxième République, en 1848. Hein. Et là, on est dans le Code pénal 2020, on a encore une notion de servitude, de réduction en servitude. Mais on a aussi, dans le titre, hein, conditions contraires en fait, à la dignité de la personne. Alors, cette affaire que j'ai citée à l'instant, tribunal de grande instance de Caen, 10 février 1998, bah, c'était aussi une affaire analysée sous l'angle de l'atteinte à la dignité de la personne. Je voudrais simplement vous faire lecture d'un extrait d'une décision plus récente du 4 mars 2003, hein, c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a rendu cette décision. Voilà l'extrait. Se rend coupable de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, le dirigeant d'atelier de fabrication de vêtements qui dirige ses salariés en ayant recours à des hurlements permanents, leur faisant subir des vexations par des insultes publiques et des procédés inadmissibles pour les humilier, ainsi que des cadences et des conditions matérielles imposées faisant d'eux, alors là il faut écouter, le prolongement d'une machine-outil. Voilà. Alors c'est toujours intéressant de voir ça dans les codes, de se dire, bah, je ne savais pas, je pensais pas, bah oui, bien sûr, on est dans une époque totalement magnifique, hein, moderne, très évoluée, 21e siècle, on va sur la Lune, on fait plein de choses. Mais il y a encore des conditions de travail qui nous renvoient à des époques beaucoup plus anciennes. Par exemple, là on peut facilement revenir à la révolution industrielle et même un peu avant. Voilà, c'est assez intéressant de le constater. Alors ça c'est un autre fondement, vous avez compris, le fondement de l'atteinte à la dignité humaine qui peut servir à faire condamner des employeurs qui harcèlent leurs salariés. Un autre fondement qui est possible aussi, c'est les articles du Code pénal référés aux violences. Hein, donc là, il faut aller voir du côté des articles 222-12 et 13. Et là, vous êtes effectivement dans des articles plutôt concernant les violences. Alors, quand on dit violence, hein, il faut comprendre qu'il s'agit de violences morales. Hein. Mais on va utiliser des articles du Code pénal
pour qualifier le harcèlement moral de violence, parce que le harcèlement moral est effectivement une forme de violence, et donc par conséquent, ces articles-là peuvent éventuellement être utilisés pour faire condamner un employeur sur ce fondement. Alors je disais donc 222 14, et je vais aller chercher ces articles-là, parce que là, sinon on ne va pas y arriver. Alors, je prends 2 secondes pour être dans le bon article. D'abord, on est entre nous, et on ne va pas s'énerver. Donc voilà, ici j'ai un exemple qui peut être intéressant. Alors, c'est je suis effectivement dans le code pénal au niveau de l'article 222-13, et dans la jurisprudence, sous cet article 222-13, j'ai relevé cette affaire, dont je vais vous lire un court extrait. Alors on est en quelle année là? Ah voilà, on est le 7 juin 2006. Donc voilà l'extrait que j'ai à vous lire. Le prévenu, directeur de cabinet d'un maire nouvellement élu, qui s'en prend à une collaboratrice en place depuis plusieurs années, en multipliant les attitudes vexatoires, notamment par agression verbale par téléphone, retrait systématique des attributions de la victime, jet de ses dossiers, modification des emplois du temps, se rend coupable de violences volontaires dès lors qu'il est établi que l'ITT de plus de 8 jours subi par la victime, à la suite d'une dépression nerveuse, a bien pour cause cette attitude. Voilà. Vous voyez, intéressant aussi, hein. Ça veut dire que là on utilise des articles qui sont plus normalement référés à des coups et blessures, au sens où on l'entend habituellement, pour dire le harcèlement moral, finalement, au bout du compte, c'est forcément quelque chose qui est violent, et cette violence, elle est punissable au titre du code pénal. Donc vous voyez, donc premier fondement, on va dire, celui qu'on a vu tout à l'heure, la référence à des textes assez éloignés d'ailleurs sur le fonctionnement du comité d'entreprise. Deuxième fondement, beaucoup plus proche, l'atteinte à la dignité humaine. Troisième fondement, des violences. Et puis dans le code pénal, on peut éventuellement se référer à des articles qui concernent la provocation au suicide. Donc là, par exemple, si je prends mon code, c'est l'article 223-13, pardon, parce que 223 ça n'existe pas beaucoup, mais 223-13, ça existe. Alors, ici, on a un article, en effet, qui concerne la provocation au suicide. Alors, bon, voilà, quand dans des affaires de harcèlement, une personne finit par se donner la mort, alors, je veux dire, il faut y aller quand même pour réussir à démontrer que c'est les faits de harcèlement qui ont été la cause du suicide. Il faut quand même, j'ai envie de dire, mettre le paquet. Mais c'est pas complètement impossible. C'est pas complètement impossible, puisque j'ai relevé une affaire du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 décembre 1999. Il s'agissait d'un cadre technico-commercial qui a mis fin à ses jours. En fait, ce cadre était victime de harcèlement depuis plusieurs mois, peut-être années, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on lui reprochait de ne pas atteindre ses objectifs commerciaux. Tous les jours, il était convoqué dans le bureau du chef et il repartait avec une sanction, quoi. En gros, c'était ça l'histoire. Le type a craqué et puis finalement, il a mis fin à ses jours. Le tribunal de grande instance souligne, là je cite, l'empressement inexplicable et hâtif des sanctions, plus une relation de causalité avec le suicide. Ça, c'est le TGI qui nous dit ça. Alors le TGI, ici, dans sa motivation, montre bien quand même que d'après les faits, il y a bien une causalité avec le suicide. Donc on est bien dans le cas, ici, un peu
la provocation au suicide, de la possibilité pour les ayants droit, parce que là évidemment la personne est morte, ne peut plus demander grand chose, hein, donc c'est, je sais pas, son conjoint, ses enfants qui vont demander, outre la condamnation pénale de la personne, etc., bah, des dommages et intérêts, et donc ils vont obtenir des dommages et intérêts. Donc vous voyez, donc on peut aussi avoir des exemples de cet ordre-là. Un autre fondement que vous pouvez invoquer, mais qui est cette fois-ci techniquement beaucoup plus difficile, plus délicat, ce serait la non-assistance à personne en péril. C'est-à-dire, en gros, ça permettrait d'attraper dans la prévention, si je puis dire, ceux qui assistent à la scène de harcèlement et qui restent tranquillement dans leur coin sans réagir. Bon, bah oui. Mais bon, ici, vous allez avoir un problème technique assez épineux, parce que l'assistance à personne en péril implique que le péril soit imminent. Alors là, l'imminence du péril, quand ça dure plusieurs mois, plusieurs années, ça me semble difficile. Mais bon, dans tous les cas, on peut y penser. Dernier point, en termes de fondement juridique, toujours avant cette loi de 2002, dernier point qu'on peut souligner, c'est tout simplement demander la rupture du contrat de travail sur le fondement d'une violation de ce contrat. Donc là, on quitterait le champ pénal, on serait plutôt avec des salariés qui iraient devant le Conseil des prud'hommes pour dire, écoutez, moi je demande la résiliation judiciaire de mon contrat, parce que je considère que l'employeur me harcèle et que par conséquent, je ne suis pas en mesure de continuer à travailler avec cette personne. Alors, ces fondements-là, on peut les retrouver effectivement dans l'idée que quand on signe un contrat avec quelqu'un, il doit exécuter ce contrat de bonne foi. Or, si il vous harcèle, on ne peut pas dire qu'il exécute le contrat de bonne foi. Donc ça, c'est un argument comme un autre. Hein, l'exécution de bonne foi des contrats et le manquement à cette obligation d'exécution de bonne foi. On peut invoquer aussi les obligations spécifiques de l'employeur en matière de sécurité sur le lieu de travail, de préservation de la santé des salariés. Donc, à partir du moment où mon employeur ne respecte pas ses obligations, je peux peut-être demander à ce que mon contrat soit arrêté. Hein, même si l'employeur n'est pas d'accord, le tribunal peut très bien prononcer la résiliation judiciaire du contrat. De façon plus générale, le manquement de l'employeur à ses obligations constitue une violation des droits fondamentaux des personnes, si vous voulez. Donc là, on a des dispositions du Code du travail qui permettent éventuellement d'aller sur ce terrain-là. Hein, donc, faisons simplement maintenant un petit rappel, hein, avant d'aborder la deuxième partie. Le harcèlement moral en tant que tel n'est pas né, évidemment, en 2002, il existait avant. J'ai donné l'exemple de la jurisprudence Fleurance qui date des années 70 et qui montre que déjà à cette époque on pouvait éventuellement agir, etc. Ensuite, on a essayé de voir quels étaient les autres arguments qu'on pouvait avancer pour parler de harcèlement moral devant une juridiction. Les arguments juridiques, eh bien, l'atteinte à la dignité humaine, c'est un argument juridique, hein, qu'on peut fonder sur des textes, etc. Deuxièmement, on peut aussi aller chercher du côté de tout ce qui concerne les violences exercées à l'encontre du salarié. La violence n'est pas que physique, elle peut être aussi psychologique, etc. et mentale par conséquent, ou morale. Donc ici, on pouvait aller trouver un argument. On pouvait même pénalement se référer, pourquoi pas à la provocation au suicide, pourquoi pas à la non-assistance à personne en péril, ou alors en dehors du champ pénal, on peut aussi se référer tout simplement au contrat de travail et quelque part à un manquement de l'employeur à ses obligations d'employeur, parce qu'il harcèle son salarié. On ne peut pas dire que c'est une exécution normale du contrat de travail. Donc voilà pour ce qui concerne cette première approche du harcèlement moral. Donc mes amis, après avoir vu donc cette première partie, on va s'intéresser à la deuxième partie de ce cours. Donc
donc à partir de 2002, à partir de cette fameuse loi du 17 février 2002, eh bien en effet, le harcèlement moral est venu intégrer le code du travail et le code pénal. Aujourd'hui, on a tout un arsenal pour lutter contre ce type de harcèlement et puis en même temps pour poursuivre aussi les gens qui s'adonnent à cela. Donc je dirais simplement deux références légales. Une première, c'est un article du Code du travail qui est ici, c'est l'article 1152-1 et les suivants d'ailleurs. Ces articles-là traitent effectivement du harcèlement moral. Alors je vais simplement voir un peu ce qui est dit. Donc c'est un titre 5e dans le code du travail qui s'appelle harcèlement au pluriel. Puisqu'en effet, il va y avoir le harcèlement moral d'une part et le harcèlement sexuel d'autre part. Mais le harcèlement sexuel, je le traiterai dans un autre cours. Là, je m'intéresse que au harcèlement moral. Et puis ensuite, vous avez l'arsenal pénal avec l'article 222-33-2 du code pénal. Voilà, ce code-là. Donc 223- je disais combien 33-2. Ici, normalement, on a le code pénal, avec ici un article 222-33-2 dans une section 3 bis du code pénal qui s'intitule tout simplement du harcèlement moral. Voilà pour les références légales. Ce qu'on n'a pas encore fait pour l'instant, c'est de définir le harcèlement moral. Alors, je suis d'abord allé voir dans un dictionnaire, j'ai pris le Larousse 2019, et voilà ce que j'ai trouvé comme définition, très courte, une formule assez lapidaire, je trouve. Soumettre sans répit à de petites attaques. Voilà, harceler, c'est ça. Soumettre sans répit à de petites attaques. Il y a la notion quand même d'absence de répit. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de continu, de régulier, de répété dans tous les cas. Voilà pour la définition du dictionnaire. Maintenant, si je prends l'article 1152-1 du Code du travail, j'ai une définition différente. Je vais vous la lire, on va déjà la lire, se la mettre un peu en tête. Après, on verra comment on l'analyse. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Voilà la définition officielle du harcèlement. Alors, on verra petit à petit les différents éléments qu'il faut bien retenir dans cette définition. Mais en gros, dans un premier temps, on nous dit que le harcèlement, c'est quand même quelque chose qui se répète. Quand vous dites des fois « arrête de me harceler », dans la vie on peut le dire comme ça en plaisantant, mais du point de vue juridique, quand on harcèle quelqu'un, il y a une notion de répétition. On ne peut pas harceler quelqu'un en faisant une chose qu'une seule fois. Donc ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a la notion de continuité de la démarche de harcèlement. La personne, en effet, va vous poursuivre un peu avec son harcèlement, et c'est ça qui fait le harcèlement. Sinon, il n'y a pas harcèlement. Alors, pour qu'on soit, comment dirais-je, pour qu'on ait en tête l'essentiel, je pense qu'on peut déjà dire qu'il y a 3 types de harcèlement. Il y a le harcèlement descendant, c'est-à-dire du supérieur hiérarchique vers le subordonné. C'est généralement de celui-ci dont on parle souvent quand même, c'est celui-là. Il existe aussi un harcèlement ascendant, c'est plus rare, mais ça existe. C'est-à-dire que c'est un subordonné qui harcèle son supérieur. Et il existe un 3e type de harcèlement que je qualifie d'ailleurs de harcèlement horizontal, c'est-à-dire un harcèlement entre collègues de travail par exemple.
Donc quand on parle du harcèlement, on parle de ces trois types de harcèlement. On peut être la personne qui harcèle ses subordonnés, on peut harceler son supérieur, mais éventuellement, entre collègues de travail, la notion de harcèlement existe aussi. Donc ça, c'est intéressant de le relever. Ensuite, si je prends l'article qui suit celui dont je viens de parler, c'est-à-dire 1152-1, si je vais chercher l'article L1152-2, c'est intéressant aussi de le connaître parce qu'il nous explique qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, etc., etc., pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement ou pour avoir témoigné dans ce domaine, c'est-à-dire relater des faits de harcèlement. Alors là, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'idée, c'est non seulement il faut punir ceux qui harcèlent, très bien, mais aussi protéger les victimes de harcèlement, et pour les protéger, leur dire clairement, si demain on vous sanctionne parce que vous avez refusé d'être harcelé, ou vous vous êtes plaint du harcèlement, ou je ne sais quoi encore, cette sanction est nulle, de droit, et si par ailleurs vous êtes amené un jour professionnellement à témoigner en faveur d'une personne qui se fait harceler, eh bien on vous explique très clairement dans le code du travail que si on vous sanctionne à cause de ça, cette sanction sera également nulle de droit. Et comme si on voulait lever un peu l'omerta et amener les gens éventuellement à aller dire ce qui ne va pas. Ça nous rappelle un peu quand même le code de l'action sociale et des familles, lorsque des usagers, cette fois-ci, sont victimes de violences ou de maltraitance ou je ne sais quoi encore, à l'intérieur des ESMS, établissements et services sociaux et médico-sociaux, ceux qui viendraient témoigner en faveur de ces usagers ne sont pas sanctionnables. S'ils l'étaient, cette sanction serait annulée. C'est un peu le même genre de choses, c'est-à-dire qu'on essaye quand même de faire en sorte de faire sortir du silence des faits de harcèlement pour que enfin on puisse traiter ces affaires de harcèlement et poursuivre les auteurs, protéger les victimes. C'est ça l'idée générale, ça peut être pas ça. Alors ce qui est intéressant dans la question du harcèlement d'un point de vue juridique, c'est que aujourd'hui, je peux vous donner, parce qu'on a une jurisprudence assez fournie maintenant en la matière, des exemples de harcèlement, en fait, d'actes, d'agissements, de comportements, en fait, qui constituent du harcèlement et qui peuvent par conséquent conduire l'employeur à être condamné pénalement pour des faits de harcèlement, parce que c'est ça qui va nous intéresser le plus, c'est d'aller voir aussi ce que dit le droit pénal en la matière, sans quitter le fait que oui, ça se passe sur le lieu de travail, mais bon, c'est quand même interdit par le code pénal. Bon. Alors je vous donne un petit exemple que j'ai relevé en matière de harcèlement. Par exemple, une jurisprudence du 27 octobre 2004, chambre sociale de la Cour de cassation, retrait sans motif valable du téléphone portable professionnel, plus obligation de se présenter tous les matins dans le bureau du chef, plus attribution de tâches sans rapport avec les fonctions. Voilà un exemple de situation qui a été jugée comme étant constitutive de harcèlement, et donc l'employeur a été condamné. Alors là, c'est devant la chambre sociale de la Cour de cassation, donc il a été condamné à payer des dommages et intérêts aux salariés qui étaient victimes effectivement des faits en question. Ensuite, par exemple, un autre exemple, la chambre sociale toujours de la Cour de cassation
le 28 janvier 2010, qui vient obliger le salarié, alors la salariée plus précisément, à porter des charges lourdes au mépris des prescriptions du médecin du travail. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, une salariée qui va aller dans le conseil des prud'hommes, qui va ensuite aller en appel, ensuite ça va aller en cassation, on va se retrouver ici devant la Cour de cassation qui va considérer que les faits en question sont des faits de harcèlement. De façon générale, les brimades, les humiliations, les injures, tout ça peut constituer du harcèlement du point de vue juridique. Alors, retenons aussi que, je le disais tout à l'heure, il y a cette notion de répétition, mais cela dit, peu importe la durée du harcèlement, c'est-à-dire le laps de temps durant lequel ce harcèlement a eu lieu. Ça peut avoir duré une semaine, plusieurs jours, un mois, un an. La durée en elle-même n'est pas un élément fondamental pour que l'infraction soit constituée. Il faut qu'il y ait un phénomène de répétition. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et on a même des jurisprudences aujourd'hui qui viennent nous dire, même si le harcèlement ne se déroule pas forcément que sur le lieu de travail. C'est-à-dire que si vous êtes poursuivi par votre employeur dans votre vie privée, en lien évidemment avec des questions professionnelles, c'est du harcèlement. Vous voyez, si vous receviez, je ne sais pas moi, la visite de votre employeur qui viendrait vous faire des reproches alors que vous êtes chez vous, qui vous envoie des mails durant les week-ends, etc., etc. Même si ça ne se passe pas pendant l'exercice professionnel sur le lieu de travail, ça constitue quand même des faits de harcèlement. Un autre point qu'il faut retenir, qui n'est pas non plus négligeable, c'est que le harcèlement n'implique pas nécessairement la démonstration que l'auteur du harcèlement avait l'intention de vous nuire. Alors, me direz-vous, bon, en général, on ne harcèle pas des gens pour leur faire du bien. Hein, en règle générale, il y a quand même... bon. Mais cela dit, c'est très important de le dire, parce que ça veut dire qu'on n'oblige pas le salarié à démontrer l'intention de nuire de l'auteur. Hein, c'est une infraction, on va dire, de type matériel. Autrement dit, si je démontre des faits de harcèlement, la répétition, etc., etc., ben ça suffit pour constituer le harcèlement. Qu'il y ait eu intention de nuire ou pas intention de nuire, c'est pas mon problème, c'est pas une infraction de cet ordre-là. Elle est réalisée, en fait, par l'existence d'actes répétitifs qui visent comment dirais-je, à porter atteinte à vos conditions de travail et qui peuvent éventuellement avoir des effets sur votre santé, sur votre morale ou je ne sais quoi encore. Donc c'est surtout ça qu'il faut bien retenir jusqu'à maintenant. Donc voilà quelques exemples de harcèlement qui sont intéressants à relever dès à présent. Donc on vient de voir que l'intention de nuire n'était pas une condition de l'existence même de l'infraction de harcèlement moral. D'ailleurs, on retrouve cette idée dans une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 décembre 2016 qui vient nous dire le délit de harcèlement moral ne suppose pas que l'auteur ait voulu le dommage survenu à la victime. C'est important, hein, ayez ça en tête. Le harcèlement moral, bon, bah, c'est une infraction, mais cette infraction est plutôt une infraction matérielle, c'est-à-dire on va relever les actes répétés de harcèlement. Pour autant, la démonstration de l'intention de nuire de l'auteur n'est pas une condition sine qua non de l'existence de l'infraction. Ce qui est aussi important de dire, c'est que il faut relever qu'il y a bien une relation de travail entre l'auteur et la victime. C'est ce que nous précise notamment une jurisprudence, par exemple ici de la Cour de cassation du 13 décembre 2016, qui vient nous dire le délit de harcèlement moral nécessite pour être constitué l'existence d'une relation de travail entre le harceleur et la victime,
Une telle relation n'existe pas entre une psychologue qui loue un cabinet à un médecin et ce dernier, même si elle exerce en conséquence son activité au sein des mêmes locaux que celui-ci. Bon. Donc là, il faut effectivement une relation de travail. Alors, pour nous, simplement, ça veut dire un contrat de travail, hein, ça veut dire, voilà. Hein. Alors, quel type de contrat? On n'en a strictement rien à faire. Vous pouvez être harcelé alors que c'est un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, un contrat de travail temporaire, ou n'importe quel type de contrat. C'est pas le problème. Mais il faut qu'il y ait une relation de travail entre l'auteur et la victime. Alors, on a des exemples de harcèlement non retenus par la chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est-à-dire des hypothèses où, a priori, on pourrait penser que ça pourrait être qualifié de harcèlement, mais les tribunaux en ont jugé autrement. Alors, j'ai relevé plusieurs petits cas. Bon, je vais vous donner ça parce que c'est quand même assez intéressant. Des fois, ça permet d'illustrer le propos et puis de ne pas tout mettre dans le même sac. Parce que, vous savez, on a quand même des tendances à qualifier les choses facilement de harcèlement. Alors que des fois, ça n'a rien à voir. Hein. Par exemple, là, je vais vous donner l'exemple d'une mauvaise relation entre un subordonné et sa hiérarchie. Voilà. C'est pas parce que vous avez une mauvaise relation avec votre hiérarchie et que vous prenez pas forcément bien tout ce que vous dit votre hiérarchie qu'il y a harcèlement, quoi. Donc il ne faut pas tout confondre non plus. Hein. Alors, voilà cette jurisprudence. Alors elle date du 19 juin 2003. Donc c'est quand même assez récent, mais bon voilà, hein, on n'a pas des exemples tous les jours. Alors, qu'est-ce que dit cette jurisprudence? S'il existait une profonde mésentente professionnelle entre une salariée et sa supérieure hiérarchique, la première n'acceptant pas l'autorité de la seconde et lui vouant une totale antipathie, rien n'établit qu'au-delà de ce conflit de personnes ait été commis des faits dépassant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni des brimades ou vexations répétées destinées à déstabiliser la salariée. Voilà. Et c'est intéressant. Parce que des fois, on s'entend mal avec son supérieur hiérarchique. Voilà. Et donc, tout ce qu'il peut nous dire, tout ce qu'il peut faire, on prend mal. C'est pas pour autant qu'il y a du harcèlement. Il y a un élément ici d'appréciation, quand même, par les juges. Ils apprécient ça, dit-on, souverainement. Il faut quand même démontrer des choses particulières dans le harcèlement, on y reviendra, parce qu'il y a quand même des conditions bien précises pour que le harcèlement soit qualifié de harcèlement. Il ne s'agit pas simplement de dire bon, il me harcèle à chaque fois, il me donne des ordres, et puis les ordres ne me plaisent pas. C'est pas du harcèlement. C'est tout simplement une mauvaise relation, une mauvaise qualité de la relation avec votre supérieur hiérarchique. Ou alors, celle-là j'aime bien, cette jurisprudence, enfin, si tant est qu'on puisse aimer une jurisprudence, mais moi ça m'arrive de bien aimer une jurisprudence, je suis comme ça. C'est sur une conception différente du travail. Je trouve que c'est très intéressant. Un salarié peut jusqu'à subir une altération de sa santé, mal vivre les contraintes de son travail sans que cela soit forcément imputable à son employeur, même s'il y a conflit de personnes. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors là, effectivement, c'est malheureux ce qui s'est passé dans cette histoire, puisque on a quand même un salarié qui tombe malade à cause de son boulot, en gros. Hein, si je comprends bien. Et pour autant, c'est pas parce qu'il est tombé malade à cause de son boulot que c'est forcément lié à une histoire de harcèlement. Et donc il faut faire la part des choses. Là, on était devant la Cour d'appel de Toulouse le 5 novembre 2004. Donc voilà un peu une autre façon de voir. Le harcèlement n'est pas établi. Hein. Certes, il est vrai que il y avait sûrement un vécu dans le travail qui n'était pas bon, mais qu'est-ce que je vous dis, hein, il y a des gens qui se rendent malades au boulot aussi, hein, pour plein de raisons. Mais c'est pas parce qu'ils se rendent malades au boulot que c'est du harcèlement. Enfin, dernier exemple que j'avais relevé sur une histoire de harcèlement. Alors, ouais, ça c'est pas mal aussi.
Voilà, je vais vous lire cette jurisprudence un peu particulière. Alors, Cour d'appel de Douai, 13 septembre 2005. 13 septembre 2005. Le prévenu chef d'entreprise a été poursuivi du chef de harcèlement moral pour avoir insulté un salarié en raison de la mauvaise qualité du travail accompli et pour l'avoir laissé avec un autre salarié sur le chantier sans véhicule pour rentrer chez eux. Alors, il y a des fois des gens qui ont des idées bizarres. En fait, il l'a abandonné sur le chantier. Voilà, ça s'arrête là. En l'espèce, les faits se sont déroulés au cours de la même journée, dans un court laps de temps. Ce déroulement en une journée ne peut avoir eu pour effet une dégradation des conditions de travail. De plus, il n'est pas établi que le prévenu ait eu la volonté de désorganiser les conditions de travail. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut se passer dans un laps de temps relativement court, mais encore faut-il qu'il y ait des répétitions sur une journée. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez dire que l'employeur il a été vraiment odieux avec le salarié, sûrement. En même temps, il a une responsabilité pénale. Quelque part, l'employeur a injurié quelqu'un, c'est interdit. Enfin, tout ce que vous voulez. Mais pas parler de harcèlement. C'est là-dessus. Hein, je vous dis, il faut quand même faire très attention de ne pas qualifier de harcèlement des faits qui ne sont pas des faits de harcèlement. Donc, il appartient, dans tous les cas, à la juridiction saisie de faire la part des choses. Ensuite, il y a des hypothèses où le harcèlement, à l'inverse, cette fois-ci, est retenu. Donc, ici, par exemple, alors, je repère la jurisprudence pour ne pas dire de bêtises, parce que c'est pas bien de dire des bêtises. Alors attendez voir, etc. Là, on est le 21 juin 2005 devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est donc une situation tendue, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est dans le secteur plutôt public que ça se passe. Alors, je vais vous lire un peu l'extrait. Pour déclarer le maire d'une commune coupable de harcèlement moral envers une secrétaire de mairie, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué l'article 222-33-2 du Code pénal, l'arrêt, après avoir énoncé que les faits survenus postérieurement au mois d'août 2002 et jusqu'à radiation de la secrétaire de mairie pour abandon de poste au mois de janvier 2003, s'il n'entrait pas dans la prévention, devait être rappelé à titre de renseignement dans la mesure où il s'inscrivait dans le prolongement des agissements poursuivis et en constituait l'aboutissement logique, relève notamment que, alors c'est là que ça va nous intéresser le plus, la prévenue a tardé à mettre en œuvre les mesures relatives à la réduction du temps de travail, dont le principe avait été voté par le conseil municipal, et qu'il a modifié les permanences de la mairie en imposant délibérément à la secrétaire des heures de présence incompatibles avec les occupations professionnelles de cet agent dans une autre mairie. Les juges ajoutent que le prévenu l'a empêché d'accéder librement à son lieu de travail, tout comme aux documents qu'elle devait traiter et à l'ordinateur de la mairie, qui lui a adressé souvent, devant témoins, des reproches injustifiés quant à l'exécution de son travail ou des réflexions désobligeantes, et qu'à partir du mois de juillet 2002, il l'a irrégulièrement privé de salaire. Vous voyez ce que je vous dis, quelqu'un qui est dans cette démarche-là a un problème plutôt grave, hein, il faut qu'il aille voir, consulter, on va dire. Là, évidemment, il y a du harcèlement, on ne peut pas faire vraiment autrement. Hein, ça va de soi, c'est logique. Voilà. Mais ce que je veux simplement vous dire, pour qu'on comprenne bien le propos, c'est à la juridiction saisie de faire la part des choses. Que ne soyons pas dans la précipitation, et prenons le temps d'analyser les choses. Il peut y avoir beaucoup d'affaires où ça se passe mal dans le travail, c'est pas du harcèlement pour autant. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Là, il y a quand même quelque chose de répétitif,
avec l'intention quand même de porter atteinte aux conditions de travail du salarié. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, donc voilà. Donc on verra ensuite une autre affaire que je commenterai, qui est une affaire assez récente, puisque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 30 décembre 2019, donc elle a quelques mois, pour des faits qui remontent très loin en arrière, 20 ans en arrière quasiment. Voilà. C'est l'affaire France Télécom. Une première judiciaire, un truc un peu fou, je dirais d'une certaine manière. Donc ce que je vais faire là dans un autre temps, c'est d'analyser cette affaire avec vous. Alors je vais me servir pour cela d'une analyse d'un juriste qui a écrit un article sur l'affaire France Télécom, mais je vous dis pourquoi je fais comme ça, parce que la jurisprudence en elle-même, on ne peut pas se la procurer, là c'est compliqué. Le jugement du tribunal de Paris, il fait 353 pages. Vous voyez, c'est une thèse, quoi, si vous voulez. Je ne vais pas m'amuser à lire 353 pages, d'autant plus qu'on ne l'a pas, le jugement. Donc, le commentaire du juriste que je vais vous présenter ensuite, c'est un commentaire qui m'intéresse parce qu'il y a des extraits du jugement et je trouve qu'ils sont assez intéressants à analyser. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va étudier un peu cette jurisprudence. France Télécom, hein, voilà. Mais avant cela, peut-être que vaut mieux lire l'article du Code pénal qui incrimine le harcèlement moral, parce qu'on a besoin d'avoir un peu en tête ce que dit l'article. Alors je vais peut-être en profiter pour faire un petit commentaire de l'article comme ça, pour que vous ayez un peu en tête les choses. Et puis après on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la décision elle-même. Et puis on verra ce que dit le commentateur de cette décision, mais je vais surtout relever les extraits de la décision qui me semblent intéressants, au moins à entendre, hein, même si on n'entre pas dans un détail trop pointu. Alors voilà l'article 222-33-2 du Code pénal qui réprime le harcèlement moral. Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Donc là on est dans une catégorie d'infraction qu'on appelle les délits en fait, hein, puisque effectivement il y a de l'emprisonnement encouru, 2 ans de prison, 30 000 € d'amende. Donc c'est quand même assez sérieux, étant précisé que l'emprisonnement était de 1 an avant le 6 août 2012, puisque cet article a été modifié à cette époque, et l'amende était de 15 000 € au lieu de 30 000, donc les peines ont été multipliées par 2. Alors ça veut dire quelque chose, hein, ça veut dire qu'il y a une volonté quand même de lutter un peu plus fortement contre le harcèlement. Alors dans un article comme ça, le fait de harceler autrui par exemple, si je m'arrête déjà à autrui, il faut que vous réfléchissiez de votre côté, hein. Je ne vais pas donner toutes les réponses, parce que bon, on ne les a pas nécessairement, mais autrui c'est quoi exactement, hein. Bon. Alors est-ce que autrui c'est une personne? Est-ce que autrui ça peut être un collectif? Les autres? L'autre? Oui, c'est des questions, hein, on peut se poser. Donc on parle de harceler autrui par des propos ou comportements répétés. Alors sachez que cet article a été modifié, donc je le disais en 2012, mais il a été également modifié en 2014. Et avant 2014, on disait le fait de harceler autrui par des agissements. Et puis finalement, ça a été supprimé et on dit le fait de harceler autrui par des propos ou comportements. C'est plus large, c'est beaucoup plus large, le terme agissement étant de définition plus restreinte. Alors répéter, on l'a vu tout à l'heure, il faut une répétition, ayant pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Alors ça c'est intéressant parce que ayant pour objet, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas au résultat. L'objet, c'est la dégradation des conditions de travail, même si cette dégradation n'a pas lieu. Vous voyez? Alors que ayant pour effet une dégradation des conditions de travail, là ça veut dire qu'on s'intéresse au résultat. Vous voyez, donc ça c'est intéressant aussi dans un texte d'avoir les deux possibilités. À la fois ce que nous appelons en droit une infraction matérielle, c'est-à-dire une infraction qui est constituée quand le résultat est atteint, et le résultat est une condition de l'infraction, hein, pour que ce soit réalisé, et puis à la fois une infraction formelle, c'est-à-dire une infraction qui n'implique pas le résultat pour être atteint, pour être constituée. Par exemple, quand vous dites, je sais pas, mise en danger de la vie d'autrui, on vous arrête pour mise en danger de la vie d'autrui, bah ouais, mais en même temps j'ai tué personne, monsieur le juge. Oui, d'accord, ok, mais l'infraction est une infraction formelle. Le risque d'atteindre la vie d'autrui suffit parce que votre comportement est imprudent ou je sais pas quoi. Vous avez compris? Donc infraction formelle, infraction matérielle, pardon, nature hybride de cette infraction. Dans le texte, on a les deux. Ayant pour objet, on est plutôt dans une infraction de type formel. Ayant pour effet, on est plutôt dans une infraction de type matériel, c'est-à-dire qu'on recherche le résultat. Bon, ça c'est aussi quelque chose qui fait boiter le texte, hein. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un peu embêtant, hein, si vous voulez, d'avoir un peu tout à l'intérieur d'un même texte comme ça, c'est pas toujours évident. C'est d'ailleurs le sens un peu de la critique du juriste qui a écrit l'article dont je vais vous parler après. Alors, ayant pour effet une dégradation des conditions de travail, et ensuite, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Alors ça veut dire que là, le susceptible de veut dire que même si la dégradation des conditions de travail ne se traduisait pas par la dépression du salarié, dans les cas les plus graves son suicide, il suffit que la probabilité que ça conduise à cela soit suffisante, voilà, pour que l'infraction soit constituée. Voilà. Donc vous voyez là, c'est une lecture de l'article, avec une réflexion comme ça à voix haute, sur le sens des mots, les formules. Quand on fait du droit pénal, il faut être calme, je le dis souvent, il faut lire tranquillement, et il faut regarder un peu les mots, puis voir un peu comment ça se construit, hein, pour essayer de relever un peu les éléments. Moi j'ai souvent coutume de dire le code pénal, c'est un livre de recettes en fait. Un livre de recettes, sauf que les recettes qui sont dans le code pénal sont des recettes qui contiennent effectivement des ingrédients, on va dire ça comme ça, et les ingrédients qui sont définis dans la recette sont des ingrédients obligatoires, c'est-à-dire que pour réaliser le plat, qui serait l'infraction, vous êtes obligé d'utiliser tous les ingrédients qui sont visés dans le texte. S'il manque un ingrédient, votre recette est ratée, et donc l'infraction n'existe pas. Donc c'est pour ça que le code pénal se lit doucement, et en se disant quand même, attention, la précision, c'est fondamental, parce que le risque de l'imprécision dans le code pénal, c'est quand même le code pénal, pénal ça veut dire peine, c'est pas, vous voyez, hein, ça peut vous envoyer en prison, ça peut gâcher votre vie un peu quand même cette histoire-là. Donc est-ce qu'on peut prendre le risque de gâcher la vie des gens en ayant des textes un peu légers, un peu mal rédigés, trop susceptibles d'interprétation, etc., etc. C'est une grande question. Hein, c'est une grande question. D'ailleurs, on est en train de vivre un peu ça en ce moment avec l'interprétation par la police, par la gendarmerie, des restrictions à nos libertés, et en particulier certaines cases qui vous permettent de sortir, de justifier votre sortie,
bah, qu'est-ce que c'est que des courses ou des aliments nécessaires. Enfin, vous voyez, il y a toute cette discussion autour de ça en ce moment. Bah, c'est un peu ça, si vous voulez. Vous voyez, bah, le policier qui va vous dire, bah non, moi je considère que là, bon, ce que vous avez acheté, c'est pas nécessaire, c'est pas première nécessité. Ah bah écoutez, oui, mais quand même, etc. Donc, vous voyez, le débat comme ça, c'était simplement pour, je profite de cette occasion pour vous dire, attention, le code pénal, c'est quelque chose qui doit être écrit avec sérieux, précision, parce que sinon il y a des risques. Voilà. Alors, voilà pour la définition qu'on peut donner du harcèlement moral dans le code pénal. Et maintenant, nous allons nous intéresser davantage à la décision elle-même. Et puis, je vais relever dans cette décision des petits passages, je vais vous les lire, vous les proposer comme ça, et puis après, ben, vous réfléchirez. Parce qu'il y a des choses assez extraordinaires dans cette décision, je trouve. Voilà. Donc on y va, on essaye d'étudier cette jurisprudence, donc France Télécom. Donc pour travailler sur cette jurisprudence, c'est pas compliqué. J'ai récupéré un article dont je vous donnerai les références exactes. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que la décision du tribunal correctionnel de Paris, qui a été rendue donc, il y a peu de temps, puisqu'elle date du 30 janvier 2019, donc elle a quelques mois. C'est une décision qui fait 353 pages. Alors déjà, ça c'est déjà un premier point, c'est bon, c'est un truc sérieux. Mais en même temps, elle fait suite à une instruction qui a duré quand même 10 ans, donc c'est beaucoup. 10 ans d'instruction, une décision épaisse, voilà, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Voilà un peu l'histoire. Bon. Alors je vais d'abord vous rappeler un peu les faits. À l'origine de cette affaire qui a touché donc France Télécom, il y a une plainte qui a été déposée en 2009 par la Fédération syndicale Sud des activités postales et télécommunications. Quel était le reproche de Sud? Sud accuse France Télécom d'avoir mis en place une politique de gestion des ressources humaines ayant conduit au suicide de certains salariés. Si ce n'est pas des cas de suicide, c'est des arrêts de travail liés à cette gestion du personnel. Alors pourquoi il y a eu cette politique particulière des ressources humaines qui a été mise en place et qui visait à supprimer 22 000 emplois en fait, si vous voulez. Alors il y a plusieurs raisons, mais les trois raisons principales, c'est l'ouverture à la concurrence de France Télécom, une dette colossale de France Télécom, et puis troisièmement, les évolutions technologiques. Il fallait que l'entreprise se modernise, si elle voulait rester concurrentielle, si elle ne voulait pas disparaître purement et simplement. Donc il y a un deal finalement qui a été passé avec l'État, qui propose alors d'aménager la dette de France Télécom, de procéder à une augmentation du capital de France Télécom, mais pour cela, il faut absolument que France Télécom se désendette. Autrement dit, qu'ils mettent en place un plan d'économie, et le plan d'économie, c'est les 22 000 salariés. Voilà en gros l'histoire, si vous voulez. Sauf que cette politique nouvelle mise en place par France Télécom s'avère extrêmement brutale, et c'est ce qui va conduire à une série de suicides qui vont bien entendu conduire les syndicats eux-mêmes à s'émouvoir et à porter plainte pour la première fois contre les dirigeants de l'entreprise France Télécom, et pour la première fois on va obtenir une condamnation pour des faits de harcèlement moral, alors soit comme auteur soit comme complice, mais dans tous les cas une condamnation de dirigeants très haut placés dans la hiérarchie. Donc c'est quand même un peu particulier, en ayant en plus reconnu un harcèlement moral institutionnel, ce qui en droit est très particulier, parce que le harcèlement moral en fait en réalité c'est toujours une personne, plusieurs personnes qui sont poursuivies pour des faits de harcèlement moral et qui sont éventuellement condamnées pour cela. Donc voilà, mais rarement une institution
qui est mise en cause, et on va reconnaître une espèce d'infraction collective, quoi, si vous voulez, même si c'est pas tout à fait ça, mais quand même dans l'esprit, je crois que c'est ce qu'il faut comprendre malgré tout. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans le commentaire qui a été fait par l'auteur? Alors l'auteur, il s'agit de Laurent Gamet, qui est prof à l'université de Paris-Est. Il est directeur du master de droit social. Il est avocat associé dans un cabinet qui s'appelle Factory Avocat. Et il écrit un article dans une revue qui est la revue Semaine sociale L'Ami, du 17 février 2020. Et son article s'intitule « Propos critiques sur la pénalisation du harcèlement moral institutionnel ». Vous voyez donc le commentaire que j'ai pu faire tout à l'heure sur l'article lui-même, va un peu dans le sens de cette critique, sur le fait que, oui, pour un juriste, effectivement, on peut discuter les raisons pour lesquelles on a condamné ces gens sur ce fondement-là. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer aussi qu'au-delà du droit, il y a aussi des choses qu'il faut retenir dans ce type d'affaires sur la manière dont fonctionne notre société, qui est plus guidée, je dirais, par le fait de produire, peut-être trop, mais dans tous les cas, l'attirance du capital, en fait, pour le capital. Donc ça peut conduire à des choses très particulières quand la recherche du bénéfice, ça reste la seule et unique manière d'agir. Alors, on va reprendre la construction de l'article, où dans une première partie, l'auteur analyse en fait les exigences qui sont fixées par l'article 222-33-2 du Code pénal, à savoir quels sont les éléments matériels qu'il faut repérer dans le fonctionnement de cette politique managériale pour constituer l'infraction de harcèlement moral. Et la première chose, on l'a dit tout à l'heure, déjà il faut effectivement repérer des agissements répétés. C'est ça l'idée générale. C'est la première condition et on va l'analyser. Alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va essayer de voir un peu comment le tribunal est arrivé à cette condamnation. Et pour bien s'en rendre compte, il suffit en fait de reprendre les conditions qu'il convient de réunir pour que l'infraction de harcèlement moral soit réunie. Et la première condition, c'est repérer des agissements répétés. On l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas être poursuivi pour un agissement unique. Pour harcèlement moral, ça ne marche pas. Le harcèlement, ça implique une réitération en fait, des actes. Donc la décision commentée par ce professeur de droit fait état d'un certain nombre d'extraits du jugement lui-même que je vais reprendre à mon compte. Et ici j'ai repéré un extrait qui me semble intéressant. En 2006, la décision de M. Lombard de mener une politique de déflation des effectifs à marche forcée, validée par le conseil d'administration, est ainsi soutenue par messieurs Barbereau et Vénès. Au cas d'espèce, le comité de direction générale a été associé à cette décision et les membres n'ont émis aucune protestation et au contraire ont fait leur cette politique. Chacun dans le cadre de ses fonctions et du service qu'il dirigeait, le service des ressources humaines du groupe pour l'un, la division opérationnelle la plus importante en effectif pour l'autre, en toute indépendance, a décliné et mis en œuvre cette politique. Les investigations et les débats ont permis d'établir que l'instauration du climat anxiogène a découlé de la mise en œuvre de 3 agissements spécifiques: la prééminence donnée à la déflation dans le suivi et le contrôle des effectifs, premier élément, la prise en compte des départs dans la rémunération des membres de l'encadrement, deuxième élément, et le conditionnement de la hiérarchie intermédiaire à la déflation des effectifs lors des formations dispensées par l'école Management France, troisième élément. Vous voyez là, donc le tribunal poursuit son raisonnement et nous dit ces 3 leviers
constituant des agissements réitérés pour avoir été activés pendant de nombreux mois, ont été tous conçus et ou utilisés par messieurs Barbero et Vénès en fonction de leur domaine d'attribution respectif. Voilà l'idée. Hein, donc là, on a déjà, vous voyez, on essaye de comprendre cette infraction, hein, je vous le rappelle. Dans l'article, il est très clair hein, que la première condition qu'il convient de rechercher, puisque le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Donc là, on essaye de trouver, alors à l'époque, des agissements répétés, parce que le texte de loi n'avait pas été modifié encore, mais bon, on a ici une recherche des agissements répétés. Voilà la première chose qu'on peut dire. Ensuite, on continue. Le texte nous dit qu'il faut absolument relever une dégradation des conditions de travail. Donc des agissements répétés, d'accord, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Donc il faut rechercher cette exigence-là. Hein, ici, voilà l'extrait que j'ai relevé. Les prévenus ont été initiateurs d'une politique de déflation des effectifs à marche forcée, jusqu'aux boutistes, ayant pour objet la dégradation des conditions de travail de la collectivité des agents de France Télécom pour les forcer à quitter définitivement l'entreprise ou à être mobiles. Voilà. Donc d'après le tribunal, hein, les choses sont assez claires. L'objectif, c'était de dégrader les conditions de travail pour obliger les gens à partir. Des agissements répétés ayant pour objet la dégradation des conditions de travail. Ensuite, dans le texte, susceptible, nous dit-on, de porter atteinte à la santé, aux droits, etc. Alors on étudie ici le cas, et l'auteur nous dit il n'est pas nécessaire que la dégradation des conditions de travail ait effectivement porté préjudice à la victime, puisque dans le texte, on dit bien susceptible de. Donc, par conséquent, pas besoin de se casser la tête à rechercher cette condition, puisque cette condition en elle-même n'est pas une condition sine qua non de l'existence de l'infraction. Ensuite, sur le caractère intentionnel de l'infraction, est-ce qu'ils l'ont fait exprès, pas exprès, etc. Est-ce que c'était vraiment leur objectif premier que d'arriver à cela? Alors on a vu tout à l'heure que l'intention n'était pas une condition pour que cette infraction soit constituée, mais ici on peut relever la chose suivante, c'est une remarque de l'auteur qui me semble intéressante. Quant au caractère intentionnel de l'infraction, sans pour autant exiger la démonstration de l'intention de nuire, c'est ce qu'on a vu ensemble, il est nécessaire de démontrer que les agissements répétés étaient conscients et animés d'une intention tendue vers un but particulier, celui de dégrader les conditions de travail. Donc là, vous voyez, il y a une subtilité. Très bien, l'intention de nuire, c'est pas forcément obligatoire. En revanche, l'intention de dégrader les conditions de travail, ça en revanche, c'est obligatoire. Et là, pour essayer de mettre en exergue l'existence de cette intention particulière, je relève dans la décision la chose suivante. En 2007, je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la porte ou par la fenêtre. Ça, c'est M. Lombard, donc le PDG. Et M. Lombard indiquait aux personnes présentes qu'accélérer les départs était un ordre, que tous les moyens étaient permis, et qu'elles devaient faire davantage qu'obéir, se soumettre. Donc c'est quand même assez intéressant, vous voyez. On arrive là à sentir un peu que dans le dossier pénal, hein, je vous rappelle, l'instruction elle a duré 10 ans, on a plein de PV, on a quand même un dossier qui doit faire, je ne sais pas quelle hauteur, mais il doit être très très épais, et on a plein de déclarations des uns et des autres, des salariés, voilà, il y a plein de choses dans un dossier comme ça, ça permet de comprendre un peu ce qui s'est passé.
là c'est l'auteur qui parle, l'auteur de l'article, qui nous dit « En l'espèce, il est incontestable que l'objectif recherché des 22 000 départs et des 10 000 mobilités n'a connu aucune modification pendant les 3 ans d'exécution du plan, hein, donc, qui consistait à supprimer tout cela. Donc voilà, c'est très clair. Donc on a bien des agissements répétés, avec le but d'une dégradation des conditions de travail des salariés, et avec l'objectif avoué il fallait mettre en place tous les moyens nécessaires pour arriver à cela. Alors là, je vous lis un extrait du jugement qui va nous permettre encore d'appuyer encore plus les choses et d'enfoncer le clou. Voilà l'extrait que j'ai choisi. Si tous les 3 ans, si tous les 3 ont admis avec conscience que le changement pouvait être source d'inquiétude pour les agents de France Télécom, ils ont contesté depuis leur mise en examen à l'été 2012 jusqu'au 11 juillet 2019, date de la dernière audience, toute conscience du caractère harcelant que pouvait revêtir la politique de déflation des effectifs à marche forcée qu'ils avaient décidé et mise en œuvre. Alors, les types, ils sont là, ils disent « Bon, bah ouais, ok, d'accord, très bien, mais nous, on n'avait pas conscience que virer 22 000 personnes en 3 ans, ça fait quoi? Ça fait 7 000 personnes l'année, un peu plus. Bah, ça pouvait être traumatisant pour les gens. » C'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà, d'accord? Voilà ce que répond le tribunal. Je trouve ça particulier. Si ce déni tente à minimiser leur responsabilité dans la survenance de la crise, il est pulvérisé par leur expérience professionnelle antérieure respective et par leur connaissance ancienne et profonde de l'entreprise France Télécom, enrichie notamment de leurs fréquents déplacements sur le terrain. Vous vous rendez compte? C'est une appréciation d'une sévérité inouïe des juges qui disent que, en fait, leur argument qui consiste à dire oui, mais bon, on ne s'était pas rendu compte, est pulvérisé par leur expérience professionnelle, par leur connaissance de l'entreprise France Télécom, et que, en gros, bon, vous pouvez la faire, mais à d'autres que nous. C'est à peu près ça qui est dit ici. Je trouve ça extraordinaire comme passage. C'est pour la raison pour laquelle je l'ai d'ailleurs relevé. Alors, effectivement, dans cette infraction, il faut qu'il y ait aussi un troisième élément, un lien entre l'auteur et la victime. Bon, là, a priori, ça ne cause pas de soucis particuliers. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la question plus référée au caractère collectif du harcèlement moral. Ils sont 3 dans cette histoire. On doit étudier la position, les actes de chacun pris individuellement, mais malgré tout, le tribunal, et ça c'est extraordinaire, il va dire oui, mais d'accord, ok, mais quand même, c'est un peu une infraction collective, ce qui pour un juriste en pénal est extraordinaire. Enfin, il n'y a pas d'infraction collective dans le droit pénal. Ce truc-là, le code pénal, il contient que des infractions individuelles, pas des infractions collectives. Mais bon, alors je vais vous lire l'extrait qui vraiment, alors là, je vais vous dire, on ne peut pas faire autrement. Et là, l'auteur commence d'ailleurs, alors on est sur un passage qui s'appelle l'imprécision du mot autrui. Rappelez-vous, je vous disais, le fait de harceler autrui, mais c'est quoi autrui? C'est qui autrui? Enfin, et on peut prendre un dictionnaire, alors vous pouvez prendre le dictionnaire Le Larousse, vous pouvez prendre le dictionnaire Le Robert, vous pouvez prendre le dictionnaire culturel d'Alaret, vous pouvez prendre le Littré, vous prenez ce que vous voulez, mais essayez de réfléchir à cette notion qui est autrui, voilà, c'est quoi autrui? Alors, voilà ce que dit l'auteur avant de commencer à citer le tribunal. Il dit « j'abandonne ». En fait, il nous dit en gros « j'abandonne, je laisse tomber ». En tant que juriste, bon, voilà, je peux rien vous dire. Voilà. Il est scié d'une certaine manière.
il commence comme ça en disant « Pour le reste, le tribunal se perd ici dans des considérations dont la rigueur échappe aux commentateurs. » C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Il dit en fait, je laisse, j'abandonne, parce que c'est pas croyable. Alors le passage est un peu long, mais franchement, il mérite d'être dit. Et c'est le tribunal donc qui parle, hein, d'accord? Donc tout ça c'est entre guillemets, c'est dans le jugement. Du choix par le législateur dans les textes d'incrimination du pronom indéfini, autrui entre guillemets, et de la précision de ce terme, il découle l'absence de limite quant à un éventuel plafond numéraire, car selon les dictionnaires, autrui peut être toute personne autre que soi-même, ou un ensemble de personnes autres que soi-même. De cette double acception, individu ou collectivité, il résulte que la victime d'un harcèlement moral au travail peut être une individualité comme un ensemble d'individualités, la seule condition tenant à la victime, singulière ou plurielle, étant son appartenance à un cadre de travail et l'articulation de faits précis et perpétrés visant cette collectivité. Le législateur ne s'est donc pas attaché à délimiter la définition de cette victime, il ne donne aucun critère, encore moins d'éventuelles circonstances aggravantes tenant à son état. Compte tenu de ce flou, le mot « autrui », tout comme la jurisprudence, rend possible la prise en compte d'une victime collective, entre guillemets, déterminée en ce qu'elle est identifiable, mais non dénommée. Et l'auteur ajoute « et tourne le carrousel » avec la consécration de la notion de harcèlement. Le salarié est désormais reconnu comme une personne humaine à part entière, appréhendé dans sa globalité, un corps et un mental, et en interaction avec son environnement de travail. Mieux encore, l'incrimination de harcèlement moral permet de répondre à l'évolution angoissante des relations de travail. 2 points. Destruction des collectifs et des solidarités qui étaient attachés, individualisme grandissant, affaissement des valeurs et triomphe du cynisme, essor de la précarité, nouvelle forme de management mobilisant le salarié corps et âme, autant d'expressions de la banalisation du mal, formule dont Desjours est l'auteur, acmé de cette démonstration, dans la fable de Jean de La Fontaine, les animaux malades de la peste, figure une phrase qui pourrait résumer la dimension collective du harcèlement moral. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral ayant eu pour cible plusieurs dizaines de milliers d'agents. Vous voyez, ce passage est extraordinaire. L'auteur continue en nous disant « Il est vrai que le harcèlement moral exercé à l'endroit d'une ou plusieurs victimes peut trouver sa source dans une politique de ressources humaines. Comme le relevait le Conseil économique et social dans un avis de 2001, dont le jugement fait grand cas, si le harcèlement moral au travail atteint le plus souvent une seule personne qui devient la cible des agissements d'un seul ou de plusieurs auteurs, il n'est pas rare que le processus vise en même temps plusieurs victimes. C'est alors souvent le cas d'une stratégie globale pour imposer de nouvelles méthodes de management pour obtenir la démission de personnel dont les caractéristiques, entre parenthèses par exemple l'âge, ne correspondent pas aux besoins de l'entreprise. Il peut s'agir aussi d'un comportement individuel abusif de l'employeur. On trouve cela écrit noir sur blanc dans l'avis du Conseil économique et social visé par le tribunal. L'auteur conclut en disant « Mais dire que le harcèlement moral à l'encontre d'une ou plusieurs victimes peut être inhérent à une politique de ressources humaines
ne signifie pas que le législateur ait souhaité que la dite politique de ressources humaines constitue en soi un harcèlement moral. Ce sont les actes subséquents à l'endroit de victimes nommément désignées qui peuvent être qualifiés de harcèlement moral. Et c'est là, si vous voulez, que le bât blesse. Du point de vue juridique, en effet, il n'y a pas d'infraction collective de harcèlement moral. Mais au-delà du juridique stricto sensu, cette décision est extraordinaire. Parce qu'elle montre à quel point les juges, finalement, dans cette affaire, se sont engagés. Je dirais même qu'ils ont carrément mouillé leur chemise pour dire, au fond, ce qu'on dénonce, c'est les nouveaux types de management. C'est la façon dont on considère l'individu dans l'entreprise. Finalement, au bout du compte, on en revient à des méthodes où l'individu ne compte pas. L'être humain n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est que l'entreprise prospère, que l'entreprise devienne de plus en plus riche et que ses actionnaires soient satisfaits. Vous savez, ça me rappelle un peu quand même la philosophie du juge Magniot. Lui, il avait exercé à la fin du XIXe siècle à Château-Thierry, puisque c'était un juge de là-bas. Il avait rendu des décisions absolument extraordinaires, parce que humainement basées sur une approche particulière de la loi. C'est vrai, on le sait, les décisions du juge Magniot ont été remises en cause pour la plupart par la cour d'appel d'Amiens, mais je ne retiens pas ça, moi, de Magniot. Je retiens le fait qu'il y avait une espèce de conviction chez l'individu qui faisait qu'il essayait de rendre la justice. Voilà. Et quand il voyait que l'application stricte de la loi pouvait conduire à une forme d'injustice, notamment sociale à l'époque, il rendait une décision qui était un peu limite, on peut le dire comme ça. Là, on a un peu cette impression. Parce que, si vous voulez, la décision elle a été frappée d'appel, je vous le dis tout de suite, elle a été frappée d'appel. On verra ce que dira la cour d'appel, mais si on est sur l'application stricte de l'article en question, la décision, elle est un peu boiteuse. Vous voyez, peut-être qu'elle va être remise en cause par la cour d'appel. On ne sait pas, je ne peux pas vous le dire, parce qu'on n'a pas les éléments du dossier. Là, je vous ai lu des extraits. Mais je voulais vous dire ce que c'est que le harcèlement moral, finalement. J'espère que vous avez compris ce que c'était que le harcèlement moral. Vous voyez, à quoi ça peut conduire? Ça conduit à ce genre de choses. C'est pas n'importe quoi. Donc voilà, cette décision, je le répète, est très intéressante parce que, pour la première fois, c'est un mode managérial qui est mis devant le tribunal, finalement. Alors certes, il est représenté, ce mode managérial, par quelques personnes, mais dites-vous que c'est une politique générale d'entreprise. Les personnes en question, elles tiennent leur pouvoir des comités de direction, des comités d'actionnaires ou je ne sais quoi, et finalement elles ne sont que des exécutantes en fait d'une volonté qui sûrement les dépasse très très largement. Donc voilà pour cette décision. J'espère que cette présentation vous a plu et que vous avez peut-être envie de vous intéresser à l'affaire France Télécom et puis à d'autres affaires qui ont défrayé un peu la chronique en matière de harcèlement. Ce que je vais voir avec vous maintenant, parce qu'on n'a pas complètement terminé, mes amis, sur le harcèlement, c'est d'autres points que j'ai envie de préciser parce qu'ils sont quand même intéressants. Et c'est ce que l'on va faire dès à présent. Donc là, il nous reste à étudier une dernière partie qui va être consacrée plutôt aux obligations de l'employeur en matière de harcèlement. Avant cela, j'ajoute peut-être une précision par rapport à l'affaire France Télécom, parce que je ne crois pas avoir parlé des sanctions qui ont été prononcées à l'encontre des principaux prévenus, à savoir Lombard, Vénès et Barbero. Donc ils ont pris 1 an d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, et ils ont été condamnés également à 15 000 € d'amende chacun. France Télécom a été condamné à 75 000 € d'amende. L'affaire concernait quand même 39 victimes. Sur les 39 victimes, il y a eu 19 personnes qui se sont effectivement suicidées, 12 autres qui ont fait une tentative de suicide, et 8 personnes qui ont fait une dépression. Vous voyez, donc les conséquences, quand même, c'est pas rien. C'est pas, bon.
Donc évidemment, des dommages et intérêts ont été prononcés dans cette affaire, des dommages et intérêts assez conséquents, hein, vous pouvez l'imaginer. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur cette affaire pour conclure. Simplement encore un point, je ne pense pas qu'ils aient fait appel, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont plutôt dit qu'ils ne faisaient pas appel de cette décision, par conséquent elle est définitive, et je crois me souvenir que tout à l'heure je vous ai dit que appel serait interjeté. Non, il n'y a pas eu d'appel dans cette affaire, donc c'est une décision définitive sur laquelle on peut s'appuyer pour dire, attention, désormais il existe du harcèlement moral institutionnel. Dans tous les cas, on a une jurisprudence en la matière, on peut s'appuyer dessus pour faire de la prévention justement, hein, et puis rappeler aux dirigeants que leur façon de manager peut entraîner une responsabilité pénale quand ils font n'importe quoi, évidemment. Bon. Alors, venons-en maintenant à ce troisièmement que je voulais traiter avec vous. Et il s'agit, je le répète, hein, des obligations qui sont celles de l'employeur en matière de prévention du harcèlement. Peut-être que la première obligation la plus connue, je dirais, c'est l'obligation qui est faite à l'entreprise d'inscrire dans son règlement intérieur que le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont interdits. Voilà. Ça, c'est une première chose importante, il faut le dire. C'est prévu par le Code du travail, c'est une obligation légale pour toutes les entreprises. La deuxième chose qu'on peut dire, qui peut être aussi intéressante, c'est que les délégués du personnel peuvent déclencher une procédure d'alerte en la matière, ce qui est quand même bon à savoir. Donc ça, c'est une deuxième chose qu'il faut savoir. Troisième chose, l'inspection du travail est habilitée à constater des manquements à la législation, évidemment, sur le harcèlement. Donc ça, c'est une troisième chose qu'il convient de souligner. Quatrième chose qu'il convient de souligner, c'est le fait que le harcèlement moral aujourd'hui est reconnu au titre des accidents du travail. C'est quand même bien de le dire. On a eu une affaire, il n'y a pas très longtemps, 4 mai 2017, où effectivement une personne qui travaillait dans une banque avait fait l'objet de harcèlement et suite à cela a eu un arrêt de travail et on a fait passer justement ce harcèlement dans les accidents du travail. Donc ça, c'est une nouvelle évolution jurisprudentielle. Le début de cette évolution, c'est plutôt 2003. Donc depuis 2003, on a cette reconnaissance. C'est bon de le savoir. Ensuite, une question aussi qui nous intéresse, c'est que l'employeur, en tant que responsable civil, hein, peut être condamné à payer des dommages et intérêts suite à des harcèlements commis par ses propres salariés. Donc ça, c'est intéressant. On le voit avec France Télécom, l'affaire que j'ai citée tout à l'heure. Hein, c'est souvent des condamnations in solidum, c'est-à-dire qu'on condamne à la fois les auteurs, mais aussi France Télécom. Et par conséquent, l'employeur il a une responsabilité en la matière, il faut le savoir. Au niveau du droit du travail, stricto sensu, le salarié il peut très bien aussi agir en justice quand il est victime de harcèlement et obtenir la résiliation de son contrat de travail par le Conseil des prud'hommes, voire dans certains cas, il peut aussi s'en prévaloir, faire une prise d'acte de rupture de contrat. Vous voyez, donc ça c'est intéressant aussi. Et puis enfin, dernier point, il a été jugé que les employeurs en matière de prévention étaient tenus à une obligation de moyens renforcés. Alors je vous explique rapidement les choses, c'est pas très compliqué mais bon, il faut avoir les repères en tête. L'obligation de résultat, c'est l'obligation d'obtenir le résultat attendu. Par exemple, si vous ramenez votre voiture chez le garagiste pour qu'il change les plaquettes de frein, il faut qu'il réussisse son changement de plaquettes de frein. Hein, si vous sortez du garage avec une voiture qui ne freine toujours pas, bon. Donc lui, il est tenu à une obligation de résultat, il prend une pièce, il la retire et il la change. C'est marre. En revanche, si vous allez voir votre médecin et que vous êtes malade, son obligation c'est de vous prodiguer les soins qui correspondent à votre pathologie, mais pas de vous guérir. Hein. Le médecin ne peut pas promettre à quelqu'un de le guérir. Ça s'appelle une obligation de moyens. Alors pendant un certain temps, on a
jugé que les employeurs en matière d'obligation en matière de prévention de harcèlement moral étaient tenus à une obligation de résultat. Pendant longtemps, on a pensé ça, mais en 2016, une jurisprudence est venue nous dire que non, ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation plutôt de moyens, sauf que il y a deux types d'obligations de moyens. Il y a les obligations de moyens tout court, j'allais dire, et puis des obligations de moyens renforcées. Et en la matière, on a jugé que c'était une obligation de moyens renforcée. Ça veut dire, en fait, si vous voulez, que démontrer qu'en tant qu'employeur, vous avez tout mis en place en termes de prévention du harcèlement, ça ne suffit pas. On va s'intéresser à la question de savoir comment vous avez réagi quand vous avez appris que la personne était victime de harcèlement. Et c'est ça qui va être déterminant. Et j'ai une affaire ici, donc l'affaire de 2016, qui est très intéressante, parce que ici, l'employeur a appris que l'un des salariés était victime de harcèlement dans son entreprise. Il a donc immédiatement pris des mesures, et notamment, il a réuni les deux protagonistes. Il a même réussi à obtenir que le harceleur s'excuse à l'égard de la victime. Donc, tout ça, il a réussi à le faire. Ensuite, il a organisé des réunions régulières avec l'ensemble des salariés pour parler des conditions de travail, de la façon dont tout cela se passait. Malgré tout, le salarié n'était sûrement pas satisfait par ce qui avait été fait. Il est allé au prud'homme pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'il a d'ailleurs obtenu. Et on a reproché à l'employeur, en fait, de ne pas en avoir fait assez. Les mesures qu'il avait prises pour faire cesser cette situation ont été considérées comme insuffisantes. Et donc ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand on a mis tout en place pour prévenir les situations de harcèlement moral. Qu'est-ce qu'on peut donc faire de plus? Et bien là, dans la situation que je viens d'évoquer, à la limite, la façon dont il aurait pu s'en tirer, c'était d'organiser une médiation, parce que dans le Code du travail, il existe la possibilité de mettre en place une médiation en matière de harcèlement moral. Ça aurait été peut-être le moyen complémentaire qui aurait fait que cette personne ne soit pas finalement reconnue responsable en tant qu'employeur. Mais c'est vous dire quand même que le glissement de l'obligation de résultat vers l'obligation de moyens renforcés reste quand même limité dans ses effets, dans le sens où l'obligation de moyens renforcés est vraiment renforcée. Donc on peut quasiment dire que l'employeur en matière de prévention du harcèlement, sa responsabilité est vite engagée, sérieusement engagée. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la question du harcèlement. J'espère que j'ai été clair et que par ailleurs ça vous donne une vision assez globale quand même de ce qu'est le harcèlement moral en droit du travail et en droit pénal, et que vous saurez reconnaître même une situation de harcèlement, parce que des fois on a des situations comme ça où les gens eux-mêmes, quand ils sont victimes, ils ne se rendent pas nécessairement compte qu'ils sont victimes d'un harcèlement, et ils peuvent croire que bon, c'est eux qui vont pas bien, c'est eux qui font pas bien leur travail. Les choses qu'on peut dire aux gens, c'est que quand ça va pas dans le travail, il faut apprendre à en parler à des tiers extérieurs, souvent, qui peuvent être de bons conseils. Voilà mes amis, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. En attendant, bonne fin de journée.